Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Human Hack, le podcast qui explore toutes les facettes de l'humain dans la cybersécurité. Alors tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2025. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et pour bien commencer l'année justement, je vous propose un épisode sur comment mieux vivre sa carrière dans la cybersécurité. Puisqu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Séverine Iltis. Alors Séverine a une expérience de plus de 20 ans dans la cybersécurité et elle a fondé Cybiose, sa structure dédiée à la cyber et à l'accompagnement des RSSI. Et c'est justement pour ses missions d'accompagnement et de coaching au RSSI que j'avais envie de l'inviter dans le podcast. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez écouté, si ce n'est pas le cas, allez-y vite, mais dans l'épisode 7 du podcast, dans la saison dernière, on avait déjà parlé de stress des équipes cyber et en particulier des RSSI. Et c'est un épisode qui avait été très écouté. Et cette fois-ci, j'avais vraiment envie que Séverine nous partage des conseils pratiques, nourris de son expérience de terrain, des accompagnements qu'elle propose au RSSI, pour qu'on puisse rester aligné avec notre passion pour la cyber sans s'épuiser pour autant. Alors bien sûr, cet épisode est fait pour vous si vous êtes RSSI, mais aussi plus largement si vous êtes en poste dans la cyber. Et pensez à vous abonner, bien sûr, pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si le contenu vous plaît, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles pour bien démarrer l'année. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Séverine, merci d'avoir accepté mon invitation et puis bienvenue dans le podcast. Bonjour Amandine, c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Bon super. Alors, pour commencer, la question habituelle, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler de ton parcours et puis aussi nous dire quel type d'activité professionnelle tu exerces aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Séverine. Je suis mariée depuis très très longtemps. J'ai 2 grands-enfants qui sont étudiants. Voilà. Me concernant, j'ai un parcours complètement atypique puisque je ne viens pas d'école d'ingénieur ni de cybersécurité, etc., mais du sport à l'origine. Voilà. Ça fait maintenant plus de 25 ans que je suis dans l'IT. Pour casser les codes et les clichés, j'ai commencé par être au support utilisateur, formatrice IT, puis je suis montée sur l'administration réseau, l'administration sécurité, pour enfin devenir RSSI en 2007, poste que j'ai occupé pendant plus de 18 ans. Voilà. Ah oui. Wow. Avec une petite particularité en 2012 où j'ai pris 2 postes, à la fois RSSI et responsable support pendant 5 ans, ce qui était un profil un peu atypique, ce qui m'a permis de faire du management d'équipe pluridisciplinaire avant d'être RSSI pour le périmètre IMIA, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique. Voilà. Je suis maintenant indépendante depuis 2 ans. Et j'ai décidé de fonder ma société Cybiose en 2024 pour placer l'humain au centre de mes activités. Ça tombe bien. Voilà, d'où le nom Cybiose qui fait un mélange de cyber et symbiose en fait. D'accord. Voilà, et afin d'adapter la mise en place de la cybersécurité à toutes les tailles d'entreprise et toutes structures. Et du coup, moi, quand j'avais vu ton profil sur LinkedIn, ce qui m'avait aussi interpellée, c'est que tu mettais en avant le fait que tu fais, donc là, dans ton activité aujourd'hui, donc tu fais du conseil en cybersécurité, on va dire, traditionnel. Oui, absolument. Et aussi de l'accompagnement plus ciblé pour les RSSI. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie plus accompagnement RSSI ? Parce que moi, ça m'avait interpellée. Oui, alors mes activités principales sont effectivement RSSI temps partagé parce que c'est quand même mon métier de base que voilà que j'adore absolument voilà. Et puis effectivement le coaching RSSI qui est donc venu naturellement suite aux demandes lors de différentes missions et interventions. Où petit à petit en fait on m'a dit mais c'est vrai, mais pourquoi t'en ferais pas ton métier en fait, tu nous accompagnes en permanence, voilà, tu nous coaches, donc pourquoi t'en ferais pas ton métier? Et puis ça regroupe un petit peu ce que je faisais il y a très longtemps puisque j'étais coach sportif avant de venir dans l'IT, donc voilà pourquoi et c'est vraiment ce qui me passionne le plus à l'heure actuelle, c'est faire le coaching des RSSI. Et alors justement, de quoi est-ce qu'ils ont besoin ces RSSI ? Pourquoi ils viennent te voir ? Quel type de problématiques ils rencontrent ?
Alors en fait, c'est parti d'un constat clair et net d'un stress global de ce métier, Oui, du manque de préparation à la gestion du stress et à la façon de l'appréhender, parce que les écoles, quelles qu'elles soient, ça, elles ne l'enseignent pas. Il y a également pas mal de jeunesse en fait et de jeunes profils qui se dirigent directement au métier d'RSSI et qui doivent être, à mon sens, accompagnés sous peine de craquer ou de partir en burn-out complet au bout de 2-3 ans. On entend souvent dire que être RSSI, ça ne dure qu'un temps. oui. Si on veut pas rencontrer ce genre de choses, il faut absolument être accompagné. Il faut peut-être pas non plus, alors là, je vais pas me faire des amis, mais prendre ce métier quand on n'a que 2 ou 3 ans d'expérience. Oui. Voilà, du manque de femmes aussi dans ce métier qui n'osent pas se lancer. Donc Mm. ça, l'accompagnement que je propose et les femmes viennent énormément me Oui. voir dans ce sens-là. Et je souhaite leur dire, bah oui, oui, c'est possible. Moi, je le fais depuis 18 ans, donc pourquoi pas vous? Oui. Voilà. Surtout que la cybersécurité, il y a 18 ans, 20 ans, 25 ans, en tant que femme, on était encore moins Encore moins. nombreuses. Oui, je pense que tu étais clairement parmi les précurseuses. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, dans le métier, quoi, en tant que femme. Très, très. Donc voilà. Puis l'importance de l'humain, c'est surtout, moi et ça c'est quelque chose qui nous touche toutes les deux, hein, mais Mm. moi j'ai un gros kiff avec ça et faire grandir des personnes qui veulent aller vers ce métier qui est absolument passionnant ou faire révéler certains talents des fois qui ne Oui. se rendent pas compte qu'ils peuvent l'être, voire même des reconversions, hein, qui s'en croyaient incapables. Bah ça c'est le kiff total. Et est-ce que tu dirais que, est-ce que c'est aujourd'hui, enfin, c'est facile de venir vers un coach, de venir, oui, vers un coach comme toi, ou est-ce qu'il y a encore un peu des barrières à lever et qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui potentiellement auraient envie de se faire coacher, mais qui n'osent pas encore? Alors déjà qu'il faut oser. Ouais. Parce que on est là pour ça. Alors c'est pareil, c'est un métier assez nouveau, alors qui est pas forcément bien vu, hein. Souvent, quand j'interviens dans certains endroits, on me dit ouais, coach, tout le monde est coach, c'est le nouveau truc à la mode. Alors non, tout le monde n'est pas coach. Il faut déjà avoir ça dans le sang, je pense. Il faut avoir ça dans ses tripes. Oui. Et Ouais. puis il y a coach et coach, donc voilà. Moi, je fais ça par conviction, par passion, parce que ça fait 20 ans que je suis dans ce métier et que je suis pas coach de n'importe quoi. Je suis coach du RSSI. Pourquoi? Parce qu'avant tout, c'est un métier que je connais. Je pense que pour le coup, c'est quelque chose que je connais bien. Évidemment, je ne peux dire à ces personnes-là que de venir et de se faire aider avant que ce soit trop tard. Ce qui est très étrange, c'est que bien souvent, ce sont en fait les RH des entreprises qui font la démarche de dire voilà, est-ce que on pourrait avoir et faire appel à vous Mm. parce qu'on pense que tel ou un tel en a vraiment besoin, alors que les personnes qu'après j'ai en prestation ou en accompagnement ont du mal et pour elles c'est tabou de dire j'ai été coachée. D'ailleurs, elles ne veulent jamais, pour le coup, elles ne veulent jamais que je le revendique, que je Oui. dise ou le nom de la société ou que elles-mêmes elles ont été coachées ou qu'au niveau de leurs équipes ils soient au courant, etc. C'est très 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 parce que c'est une faiblesse. Voilà, c'était ça que je voulais savoir. Ce tabou, il vient du fait que c'est vu comme une faiblesse de se faire accompagner finalement, comme si on n'était pas capable de réussir tout seul. Oui, c'est étrange, mais oui, oui, c'est exactement ça à l'heure actuelle parce qu'en fait, comme le rôle de RSSI est quand même un rôle, on va dire, déjà qui a beaucoup évolué, mais enfin, qui a quand même un positionnement stratégique dans Oui. l'entreprise et où souvent on te dit, oh, il faut avoir les épaules, etc. Eh bien, ces personnes-là ont du mal à se dire et à faire comprendre que oui, elles ont besoin d'être accompagnées. C'est pas un fléau, c'est pas une tare, Oui, 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 oui. et que bien au contraire. Et d'ailleurs, par la suite, hein, moi j'ai tout le temps, je suis toujours en relation avec les personnes que j'ai accompagnées Mhm. et qui me disent mais heureusement que je me suis fait accompagner. Je pense que sinon je serais plus RSSI à l'heure actuelle.
Ouais, ouais. Ça me fait penser à 2 choses. La première, c'est je sais pas si tu peux confirmer ou pas, mais moi, je suis à peu près persuadée que tous, les grands, chefs d'entreprise, PDG se font coacher déjà. Donc j'ai Oui. l'impression que se faire coacher, c'est même plutôt, ouais, être conscient de ses forces et peut-être aussi de ce qu'on peut améliorer et de se faire accompagner pour le faire encore mieux et que tous les grands, le font. Donc je trouve ça dommage qu'on voit encore le coaching comme, ouais, comme finalement une faiblesse, alors que ça peut vraiment nous faire dévoiler, déployer notre potentiel enfin, au plus de ce qu'on peut donner, quoi. Oui, absolument. Et la deuxième, c'était, tu parlais du rôle de RSSI, et je me rappelle, Mhm, j'avais fait un épisode avec Benjamin Leroux de Advance, et il disait qu'il y mhm. avait un peu un syndrome, je ne sais plus s'il avait utilisé ce terme exact, mais de Superman autour du rôle de RSSI. Et j'imagine que c'est, du coup, s'il y a ce syndrome-là du sauveur, etc., c'est d'autant plus difficile d'aller demander de l'aide quand on pense qu'on est la personne qui est là pour justement aider ou sauver les autres, et que de se mettre dans cette position d'aller demander de l'aide, ça ne doit pas être facile non plus, quoi. Oui, tout à fait, parce que c'est un métier qui est extrêmement sous tension. Du positionnement stratégique déjà. Voilà, parce qu'on dit souvent, oui, le RSSI est l'interlocuteur privilégié des dirigeants. Oui, il y a des objectifs métiers, il y a des enjeux financiers, juridiques, opérationnels, etc. Donc, c'est de ce positionnement-là, la responsabilité qui est de plus en plus croissante, Mm. parce que les cybermenaces sont de plus en plus sophistiquées. Il y a les régularisations maintenant, les régulations, Régulation, pardon, tout à fait. avec la RGPD, NIS 2, Ouais. etc. Donc voilà, l'impact des attaques sur la continuité d'activité qui place le RSSI avec une pression phénoménale. Et puis la transversalité aussi, on en parle peu, mais ce poste implique de collaborer avec beaucoup de départements, à la fois le juridique, à la fois les ressources humaines, à la fois l'IT, la production, et du coup ça exige on va dire un haut niveau de diplomatie. Et ça c'est pareil, c'est donc en fait il a toutes ces casquettes là, et du coup c'est un gros poids. Enfin moi ce que je ressens des personnes que j'accompagne, c'est qu'elles ont un poids énorme Mm. sur les épaules, et du coup, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Il faut que je sois à la hauteur, il faut que je sois à la hauteur. Mais on est un humain avant tout. Enfin, donc, tout à fait, je te rejoins complètement. Mm. Et est-ce que tu dirais que toi, tu vois une évolution du côté peut-être des RH ou des RSSI vers plus en plus de questionnements sur comment je fais justement pour monter en compétence sur ces parties leadership, soft skills, compétences humaines? Est-ce que tu as l'impression que la question se pose de plus en plus, qu'on va dans cette direction-là quand même, de prendre en compte de plus en plus ces sujets? Oui, absolument. Alors après, ça dépend de chaque personne. Oui. Il y a des personnes qui vont venir demander un accompagnement parce que clairement, en fait, là, c'est plus parce que moi, je fais du coaching, mais alors il y a coaching et accompagnement. Alors souvent, on découle l'un et l'autre. Moi, c'est un peu lié, hein. C'est-à-dire que je peux à la fois accompagner côté coaching, Mhm. qui permet alors je vais donner des exemples, ça sera plus simple. J'accompagne des personnes qui sont à la fois qui sont par exemple DPO et qui veulent devenir RSSI, ça m'est arrivé. Et donc en fait, on fait toute la démarche de qu'est-ce qui manque à la casquette pour pouvoir postuler en tant qu'RSSI. Donc il y a ça. Il y a des personnes qui sont managers ou experts dans un domaine et qui veulent monter en compétences. Donc ça, j'en ai fait pas mal aussi. Et puis après, il y a d'autres personnes, à savoir des RSSI débutants ou des RSSI très confirmés, mais qui sont au total burn-out, et là des deux côtés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites personnelles et professionnelles, et qui, lors d'un accompagnement professionnel que je fais pour les décharger de certaines charges en cybersécurité, on se retrouve finalement à voir que ce qui ne va pas, c'est au global le personnel et le personnel, et ça dévie sur un coaching personnel que eux prennent personnellement, c'est-à-dire même pas en D'accord. passant par la société. Là, c'est je ne veux pas que la société soit au courant, mais je te demande un accompagnement. Ouais, ouais, tout à Et fait. là, c'est plus du petit à petit, finalement, c'est plus entre guillemets l'aspect psychologique, parce qu'on Mhm. va
bizarrement, sans vraiment connaître les personnes vont se dévoiler petit à petit à moi, et sur le plan professionnel et sur le plan personnel, parce que l'un va avec l'autre, hein. Si on est bien dans sa vie professionnelle, on est bien dans enfin, l'un va avec l'autre. Pas tout le temps, mais voilà. Non, quand même En souvent. général, on est d'accord. C'est clair. Voilà. Et justement, toi, comment tu les aides, hein, ces RSSI qui viennent te voir et qui sont en difficulté pour plein de raisons différentes, mais qu'est-ce que tu leur donnes comme et qui peuvent peut-être aider les gens qui nous écoutent, comme piste de solution, comme choses à commencer à mettre en place pour sortir de cette charge mentale, pour retrouver un petit peu voir la lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce que tu mets en place avec eux? J'imagine que tu peux pas tout nous dire, mais en tout cas, si tu peux nous donner quelques idées. Non, alors il y a plusieurs choses. Oui, si, je peux quand même en dire certaines. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y en a beaucoup qui viennent ou qui demandent tout ce qui est compétences dites soft skills, en fait. C'est-à-dire les compétences humaines, parce que les compétences techniques, ça, beaucoup en ont. Ouais. D'accord, sauf la nouvelle génération qui maintenant ont compris qu'il n'y avait pas forcément besoin de compétences techniques très fortes pour le devenir. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi pour cette vision de leadership et de vision stratégique. Surtout parce que je pense, comme j'ai managé des équipes pluridisciplinaires, du coup c'est un petit peu plus facile de comprendre ça, en fait. Oui. Donc on parle de leadership, de vision stratégique, ça c'est très très important. On parle de communication, de pédagogie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, bien sûr, donc apprendre à vulgariser, parce que ça souvent les RSSI ont tendance à parler avec trop de termes extrêmement techniques. Et la vulgarisation, en fait, dans l'entreprise ou même globalement. Et c'est pour ça que mes posts, notamment sur LinkedIn, sont faits pour ça. C'est pas parce que je veux pas rentrer dans le détail de telle ou telle chose. Ça, je sais faire, mais c'est parce que je veux que ça s'adresse à tout le monde. Donc, la vulgarisation, c'est très, très important. La prise de parole en public, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de personnes, même avec ces épaules-là, qui ne savent pas parler en public ou qui en ont une peur, une trouille absolue, voilà. Donc voilà. Et puis la gestion du stress, la gestion de la pression, la résilience, c'est terrible. Savoir se fixer des priorités claires, voilà. Et puis d'un aspect plus, on va dire, plus pratique sur le côté émotionnel, c'est tout ce qui est la pratique de ce que j'appelle la pleine conscience, c'est des techniques de respiration, de méditation ou de cohérence cardiaque qui peut aider à mieux gérer le stress, en fait. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais des fois, c'est pas grand-chose. Exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais ayez toujours un livre avec vous. Vous prenez un livre pendant 6 minutes et votre stress diminue de 68%. Oui. Juste 6 minutes de lecture avant une prise de parole et vous avez le stress qui diminue. Par exemple, pareil, respiration, 30 secondes d'une certaine façon, etc. Des exemples concrets qui fonctionnent vraiment très très bien. Donc ça, c'est l'autre. Et c'est ce que tu disais, ça c'est en tout cas des sujets qui sont peut-être pas du tout abordés dans les formations en cybersécurité, alors que finalement les jeunes vont vers ces types de métiers qui sont quand même relativement stressants. Alors on veut pas dissuader les gens de devenir RSSI. Ah non, du tout. C'est pas le but. Ah non, au contraire, c'est peut-être passionnant. Ouais. Mais et c'est vrai, c'est peut-être le revers de la médaille. Un métier passionnant, des fois, ça nous emmène vers faire des choses qui vont au-delà de nos limites personnelles, mentales, psychologiques. Et c'est là où toi, tu dis, il faut savoir prendre du recul, finalement. Et ne pas se laisser complètement absorber par le poste, par le job. Oui, alors je le dis parce que je l'ai vécu. Ouais, ok. J'ai pas peur de le dire maintenant. Voilà, je le dis parce que étant passée par là et ayant eu des périodes où vraiment j'étais totalement dépassée, non pas par les événements, mais par j'avais plus de vie personnelle, professionnelle, en fait. C'était du 24-24. Je me suis déjà revue revenir de vacances pour aider, travailler la nuit. Quand vous êtes sur des périmètres mondiaux, moi, la nuit de ma société, c'était entre 3h du matin et 7h du matin. Donc, potentiellement, il y avait une filiale qui pouvait appeler à 3h et l'autre qui pouvait appeler à 7h du matin. Non, à un moment donné, c'est pas possible. On est d'accord que c'est pas ça, que cette
pas sain de travailler comme ça et qu'on peut pas. Enfin, c'est bien d'être engagé dans son job, mais il faut savoir poser des limites. Oui, il faut savoir s'imposer des limites et c'est Ouais. extrêmement important, je pense, avec maintenant, avec une prise de recul, c'est extrêmement important d'en prendre conscience et d'écouter les gens autour de soi qui disent non, 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 arrête, c'est trop, trop, c'est trop, et il y a quand même des limites. Aucun métier ne mérite ça, même aussi passionnant qu'il soit. Enfin voilà, Et aussi sinon utile. j'aurais Mm. arrêté au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Pour le coup, je pense que je suis bien placée pour le dire. Ça fait plus de 18 ans que je fais ça. Et en tant que femme, je me rappelle au début de ma carrière où on me disait, pouf, une femme là-dedans, laisse tomber, elle va rien y comprendre. Et puis de toute façon, dans 2 ans, on n'en parlera plus. C'est encore ce qui m'anime tous les jours, qui me fait lever tous les matins et qui me passionne. Et voilà. Et je sais que moi personnellement, c'est pas autre chose. J'ai pas eu envie de devenir DSI, j'ai pas eu envie de changer de Oui. métier. C'est Mm. vraiment ça qui m'a animée. Donc oui, c'est tout à fait possible. Après, il faut mettre des limites. Ouais. Et au-delà, donc, bah, voilà, on va dire sa responsabilité individuelle, de se dire, enfin voilà, je reconnais que j'ai des limites et que je peux pas faire plus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie de responsabilité, on va dire, plus structurelle et qui vient de l'organisation avec peut-être l'habitude de, je sais pas comment dire, de mettre autant de responsabilités sur les épaules du RSSI, là où peut-être elle devrait être distribuée autrement au sein de l'organisation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose oui, faire évoluer dans la façon dont les RSSI finalement sont jugés responsables de tout ça? Si, complètement. Je suis totalement d'accord avec Ouais. toi et c'est ce dont je parle très souvent quand j'ai la chance de parler directement avec les RH. Oui. C'est ce que j'essaye de leur faire comprendre parce que quand j'ai des des calls ou directement des réunions avec les RH qui me disent mais je comprends pas, il pète un plomb complet, pourtant il a un super boulot, il est super bien payé, etc. Et qu'on pose les questions essentielles en disant mais est-ce que vous savez les responsabilités que ça engendre et concrètement qu'est-ce que vous lui apportez, etc. On se rend compte derrière que ils sont pas au courant. Alors c'est donnant-donnant, c'est-à-dire qu'ils sont pas au courant parce que ou le RSSI n'en a pas parlé et n'a pas dit ouvertement au-dessus, j'en peux plus, je suis à saturation, parce qu'ils ont peur de le Mmh. dire. Tout à fait. Et puis de l'autre côté aussi, bah parce que voilà, on t'a mis là et c'est à toi d'assumer la sécurité de tout. Bah non, ça se passe pas comme ça. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans l'accompagnement, c'est de finalement, en prenant quelqu'un d'extérieur, c'est de faire comprendre par quelqu'un d'extérieur que bah non, ça se passe pas comme ça en fait. Et que c'est donnant-donnant, c'est qu'à la fois il faut qu'il soit plus impliqué peut-être au niveau du COMEX, ça c'est très important, Mmh. parce que bah c'est pas compliqué. Moi quand je donne l'exemple en disant ok bah vous le prenez comme ça, imaginez que pendant 10 minutes vous avez plus d'informatique, il se passe quoi dans votre boîte? Ah ben on n'est plus rien, on n'est plus rien. Bah ok, donc lui mettez pas une pression comme ça, donnez-lui des moyens, donnez-lui les finances ou au moins donnez-lui une équipe capable de. C'est pas possible qu'une personne ne puisse pas prendre de congé ou c'est pas possible qu'une personne ne puisse plus se reposer sur quelque chose, sur quelqu'un. Donc il y a une prise de conscience côté RH et puis il y a la prise de conscience, comme tu disais, côté même RSSI où il faut qu'il apprenne à déléguer. Et Oui. ça, c'est pareil, c'est un énorme point. Le nombre de personnes que j'accompagne qui me disent mais non, mais je peux pas déléguer, ils sont pas à niveau, ils sont pas. Mais vous savez pas. Voilà. Des fois, il faut savoir aussi regarder en dessous ou à côté. Et puis certains collègues, d'un seul coup, sont bien contents d'avoir des responsabilités et ça permet de voir certains talents cachés en fait. Et oui, c'est ce que tu disais, ouais. Absolument. Et du coup, on comprend bien, c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. Toi, tu conseillerais pas à quelqu'un qui a que quelques années d'expérience de devenir RSSI? Enfin, est-ce que tu dissuaderais cette personne-là ou tu dis: «C'est possible, mais il faut bien se former sur tous les autres aspects au-delà des compétences techniques»? Ou être conscient en tout cas qu'il y a tout ce bagage-là qui vient à côté, quoi?
Euh, alors, moi personnellement, je suis pas de cette école-là. C'est-à-dire que j'ai longtemps estimé que être RSSI, il fallait avoir une certaine bouteille. Ouais. Il fallait avoir fait avant un minimum de bagages techniques, réglementaires, et voire managérial, puisque justement, il faut pouvoir s'imposer au niveau de la direction. Maintenant, et je dis bien maintenant, ça dépend effectivement de chaque société. Quand je parle de ça, quand on est dans des grosses sociétés, dans des grosses structures, ce qui a été mon cas. Quand on est dans des toutes petites structures, c'est différent. On peut Oui. devenir RSSI de petites structures et petit à petit monter en Ouais. compétences. Voilà. Maintenant, de toute façon, il faut tout le temps se former aux fondamentaux, au minimum, voilà, au cadre réglementaire. Il faut toujours observer, apprendre, se rapprocher des RSSI plus expérimentés, s'inspirer de leurs méthodes de travail, de leurs interactions. Ça, c'est super important. Se construire un réseau. Oui. Voilà. Et puis surtout, si j'ai un conseil à donner aux RSSI débutants, c'est rester humble et patient. Il faut apprendre de nos erreurs, il faut se fixer des objectifs bien réalistes et puis cultiver l'humilité, bon sang de bonsoir. Parce que quand de temps en temps, sans savoir derrière qui on est, etc., avoir des personnes au téléphone qui fait « Oui, mais enfin, moi, je suis quand même RSSI. » Oui, d'accord. Et non, mais stop, Oui. quoi. Oui. 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 Ok. Et oui. Et quand tu parlais de réseau et puis d'apprendre d'autres RSSI qui ont peut-être plus d'expérience, est-ce qu'il y a justement des clubs ou des associations, des regroupements de RSSI qui viennent partager, faire des retours d'expérience? Parce que moi, je connais des associations sur la cyber, sur ISO 27001, mais j'ai pas encore vraiment. C'est peut-être parce que je suis pas RSSI d'ailleurs. Oui, Mais j'ai alors pas oui, oui, trop. Ouais. il y a différentes associations. Alors, bon, je peux en citer certaines, mais qui sont souvent liées en fonction aux sociétés. C'est-à-dire que quand on est en poste dans une société, on peut en faire partie. Quand on est Oui. indépendant, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, je fais un appel au secours parce que c'est vrai qu'en étant indépendant, en ayant été dans une grosse société et d'un seul coup on se retrouve indépendant, on est un petit peu mis de côté, Ouais, alors les que portes sont moins ouvertes bah, finalement c'est pour. dommage. Bon, mais oui, tout à fait. Il y a plein de, il y a de plus en plus d'associations et il y a de plus en plus d'associations pour les femmes. Et ça, c'est super intéressant et super important parce qu'il y a aussi une vraie pénurie de ce côté-là. Alors globalement en cyber, hein, c'est pas Mm. que en RCCI, mais globalement en cyber, on manque de femmes. Donc ça, oui, il y a le CEF6 hein, qui est très, Oui. très connu. Il y a Women for Cyber. Voilà, il y en a. Il y a Women in Tech aussi. Enfin, il y Oui, a il commence à y avoir énormément. un bel écosystème, Oui, il effectivement, commence à autour. y avoir beaucoup Ouais. de. Voilà. Et concernant les RSSI, les clubs RSSI, bah, il y a le CLOSIF, il y a le CESIN, il y a tout ce qui est EBIOS et compagnie. Enfin, il y a vraiment beaucoup de clubs différents en fonction de ce que l'on recherche. Et est-ce que quand même les thématiques qui sont abordées dans ces clubs sont quand même plus techniques ou est-ce que ça vient aussi sur des thématiques plus, on va dire, sur l'humain, etc., ou sur du partage d'expériences personnelles, ça vient aussi sur ces thématiques-là? Oui, alors petit à petit, ça vient. On voit bien que, par exemple, il y a des études qui sont faites. Hein, Oui, c'est vrai, c'est vrai, le c'est vrai. Césin a fait des études, le CLOSIF en fait, l'ANSSI aussi commence à en faire un petit peu. On voit bien que ça Mmh. vient de toute façon globalement, que ce soit dans la cyber ou ailleurs, la santé mentale devient une vraie préoccupation. Que ça soit pour les gens qui ont des responsabilités, que ça soit pour les jeunes, on en Mmh. parle énormément. Moi, je suis maman de 2 étudiants et ils en entendent parler dans leurs universités respectives à fond les ballons parce qu'il y a énormément de problèmes au niveau du mental des jeunes, qui ont subi le Covid de plein fouet et cetera. Donc c'est une vraie préoccupation majeure. C'est pour ça que c'est important, heu, de se faire aider tant qu'il est encore temps, en fait. Mmh mh. Après, moi, ce que je trouve personnellement, c'est que souvent sont proposées des formations ou des accompagnements, mais de 1, 2 ou 3 journées,
donc qui sont faits sous forme de formation, compte formation, CPF, etc. Mais pas d'accompagnement comme je fais ou comme d'autres peuvent le faire, qui sont sur la durée en fait. Euh, Ça, on le voit bien en discutant avec les RH, encore une fois, ou avec même certains directeurs financiers. Ils me disent, oui, on va en formation ou on les envoie en formation, mais c'est 3 jours, donc c'est bénéfique pendant 3 mois, et puis après, pouf, c'est oublié. C'est pour ça que moi, ce que je propose est un petit peu différent, parce que moi, c'est vraiment sur la durée, en fait. C'est du sur-mesure que je fais. C'est en fonction du client. En fonction de la structure, et c'est sur la durée pour qu'on puisse voir une vraie progression, que ça puisse être tenable en fait. Ouais. Voilà. Oui, parce que dans une formation de 3 jours, oui, bien sûr, j'imagine qu'on ressort en ayant appris des choses, qu'on va essayer de les appliquer, mais en fait, pour vraiment changer sa façon de faire, ses habitudes et faire différemment, si on n'est pas soutenu pour le faire, c'est hyper difficile. Enfin, si on essaye de le faire tout seul, je pense que c'est assez compliqué, quoi. C'est c'est complémentaire en fait. Je pense que l'un va avec l'autre. Je pense que ces formations-là sont extrêmement bénéfiques, et puis voilà, elles bénéficient de certaines choses vis-à-vis des RH et des comptes formation non négligeables. Et l'accompagnement au fil du temps, tous les 15 jours, tous les mois, avec des points particuliers, etc., sur 6 mois ou sur 1 an, on le voit bien sans... Enfin voilà, moi ça fait 2 ans que je fais ça. Là, ma boîte, je l'ai créée au printemps, parce que vraiment, d'un seul coup, ça évolue fortement, et on voit bien qu'il y a que c'est vraiment bénéfique en fait, que les gens se sentent soutenus, et puis même entre 2 séances, enfin le téléphone est toujours ouvert, etc. Il n'y a pas de borne en fait, donc ils se sentent soutenus. C'est main dans la main, c'est un accompagnement main dans la main. Je peux pas dire mieux, c'est ça en fait. Et ça, enfin moi j'aurais adoré avoir ça. Hein. Ouais, j'aurais adoré avoir ça. Là, ça donne envie, effectivement. Ton téléphone va beaucoup sonner. Non, mais c'est pas pour ça, mais oui, il y a vraiment, il y a un vrai besoin, hein, parce que sinon après, vous avez, comme on voit partout, hein, et souvent dire, voilà, les RSSI craquent, et puis pouf, sont en burn-out. Oui. Mais bon. J'ai l'impression quand même, finalement, toi, ce que tu as dit, c'est RSSI, vous n'êtes pas seul, il y a des gens qui peuvent vous aider, qui comprennent ce que vous êtes en train de vivre, et c'est pas inéluctable, en fait, de vivre comme ça, quoi. De vivre son travail de cette façon-là, quoi. Exactement. Puis c'est pas insurmontable non plus. Oui, c'est un métier avec des responsabilités. Maintenant, honnêtement, il y en a d'autres métiers à responsabilité, ou qui sont beaucoup plus... Enfin voilà, on n'est pas chirurgien ou pompier, ou etc. Enfin pour moi, c'est... Voilà, c'est pas... On a soit la sécurité de l'entreprise en jeu, mais on n'a pas la vie d'un homme en jeu quand même. Hein. Donc il faut être... C'est pour ça que je dis humilité avant tout quand même. Ouais. Et qui permet du coup, cette humilité, en fait, ça permet de faire redescendre la pression, en se disant tout le sort du monde n'est pas sur mes épaules finalement. Oui, et ça permet de... Alors, si tu y arrives, c'est tant mieux. Mais le problème, c'est que tu en as beaucoup qui te disent mais j'y arrive pas, t'as beau me le dire, j'y arrive pas, je me réveille la nuit, je suis en sueur, Donc là se pose, est-ce que vraiment ce métier est fait pour vous ou pas? Enfin, ça dépend où est voilà, où est la barrière en fait. À quel moment on met une barrière? Il faut qu'il y ait, moi ce que je dis souvent, c'est qu'il faut que le matin, on soit heureux de se lever. Il faut que derrière, on ait une vraie motivation et une vraie passion, quelle qu'elle soit. Mais c'est un métier de passionné avant tout. On fait pas ça pour l'argent ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, c'est vraiment un métier de passionné. Soyons clairs. Et justement, en t'en parlant de passionné, toi, tu es une passionnée toi-même, parce que tu m'as dit qu'en plus de ta structure, où tu fais du conseil, de l'accompagnement, tu fais aussi du mentorat auprès de profils en reconversion, de jeunes et d'étrangers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie-là de ton engagement ?
Ah bah alors c'est cet engagement-là, c'est Oui, cet engagement-là qui m'a fait tilt et qui m'a fait dire qu'il fallait que je me penche plus sérieusement là-dessus pour en faire mon métier. Puisque moi, ça fait... alors le mentorat, il a commencé il y a plus de 15 ans de ça, quand j'ai commencé à avoir des alternants, en fait, dans mon équipe. Donc voilà, je dis vive l'alternance, prenez des alternants. ouais, Oui, c'est un investissement. Oui, il faut prendre du temps. Oui, il faut les former. Mais si vous tombez sur des alternants qui sont, on va dire, motivés mm, et qui veulent faire ce métier, c'est la plus belle des récompenses. Moi, j'ai certains alternants qui me donnent encore, voire même quasiment tous, voire tous, des nouvelles. Et quand maintenant, à l'heure actuelle, je vais donner une petite anecdote, hein. mm. Un de mes alternants qui m'appelle très régulièrement et qui me dit Séverine, voilà, j'ai tel poste qui m'est proposé, qu'est-ce que t'en penses? Donc il m'appelle pour me demander mon avis. Oui, Ça, c'est quand même incroyable. Et ouais. puis, il y a un an de ça, il m'appelle et il me dit ah, Séverine, je voudrais qu'on mange ensemble, etc. Très bien, super. Ok, qu'est-ce que tu as à m'annoncer? Bah voilà, on me propose d'être RSSI, t'en penses quoi? Ben, Ah c'est ouais. génial, c'est top. C'est absolument génial. Enfin, il n'y a pas plus belle Mm. récompense. Donc C'est ouais, voilà. il y a une belle Donc transmission il y a à une belle faire. Ouais. transmission. Mm. Donc oui, le mentorat c'est naturel. C'est voilà, je fais ça depuis plus de 15 ans. Pareil, c'est venu par les alternances, mais après, du coup, par les reconversions, par les témoignages. J'ai fait beaucoup de témoignages dans les écoles, en fait, euh, en tant que femme dans l'IT, pour dire oui, vous, petite fille, Mm. vous pouvez faire de l'IT, c'est possible. Oui, 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 absolument, c'est tout à fait possible. Il y a ça, il y a effectivement les étrangers qui sont souvent Mm. perdus en arrivant en France ou qui sont dans d'autres départements français mais ailleurs et qui du coup pour venir dans des écoles en France ne savent pas vers qui se tourner. Donc c'est pareil, c'est pour moi c'est très important en fait. À partir du moment où on est dans ce milieu, pourquoi ne pas transmettre aux Mm. plus jeunes? Donc c'est tout naturel et c'est encore une fois ma motivation première pour notamment les posts LinkedIn aussi qui vont avec, etc. C'est pour tous ces gens-là. On voit tellement d'alternants qui sont complètement déboussolés et en larmes de ne pas trouver de contrat à 15 jours ou à un Oh là là. mois de Ouais. la fin de leur période. Euh, il faut les aider. Après, il faut qu'ils soient motivés, hein. Il y en a certains aussi qui sont Bien pas sûr. motivés. Donc voilà. Mais les motiver, c'est dramatique et ça existe vraiment. Donc moi, je fais ça dans ce sens-là parce que ma carrière est beaucoup plus derrière moi que devant moi. Donc il faut passer le flambeau. Il faut savoir passer le flambeau. Ouais, C'est exactement. Et évident. puis, quand on entend parler de pénurie de candidats justement en cyber, c'est dommage de se dire qu'il y a un vivier là de potentiel qui n'est pas utilisé, quoi. Mais oui, complètement. Complètement. Donc après, ce qui revient le plus souvent, c'est le manque de temps. J'ai grand nombre d'homologues qui me disent bah oui, c'est bien beau tes belles Mm. paroles, mais moi j'ai pas le temps de le former quoi. J'ai déjà assez de pression comme ça, donc c'est pas pour prendre du temps pour les former. Ben oui, mais le temps que vous prenez à les former, c'est du temps de gagner par la suite pour déléguer d'une façon ou d'une autre. Alors j'entends bien, hein, chacun son, mais c'est pas mon point de vue. Moi je pense qu'il faut transmettre, c'est important. Ouais, je pense qu'on va conclure sur franchement, cette belle parole. Je voulais vraiment te remercier, Séverine. C'était passionnant. Merci d'avoir partagé ton expérience, ton retour d'expérience sur comment les RSSI qui viennent te voir, quelles sont leurs problématiques, comment tu les aides. J'espère que les personnes qui nous écoutent et qui peut-être se trouvent aussi dans des situations similaires de stress et qui se demandent comment en sortir, j'espère que ça va les aider, de se dire que c'est possible, il y a des gens qui peuvent m'aider, donc qui n'hésitent pas à aller prendre contact avec d'autres, des personnes comme toi et puis d'autres professionnels qui accompagnent les RSSI. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être au courant de la sortie des prochains épisodes. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.